Monde numérique. Les réseaux sociaux toujours dans la tourmente. Quelle mouche a donc piqué Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui veut libérer la parole sur ses réseaux tout en promettant plus de muscles et moins de personnel? Est-il en pleine crise de la quarantaine? On se pose la question dans cet épisode avec Bruno Guglielminetti. On parle aussi de TikTok, toujours sur la sellette aux États-Unis. Et du coup, les TikTokers américains partent se réfugier sur un autre réseau, un réseau chinois. Un vrai pied de nez aux autorités américaines qui ont décidé de bannir l'application TikTok. Avant cela, l'actu de la semaine, c'est ce jeune homme de 17 ans arrêté pour le piratage de l'opérateur Free. ChatGPT qui lance une nouvelle fonction permettant d'automatiser les tâches. Et puis l'utilisation de l'IA qui gagne du terrain en France, et notamment chez les jeunes. L'innovation de la semaine, je vais vous parler d'une intelligence artificielle contre les fake news qui permet de vérifier des informations, c'est très utile. Et puis dans la deuxième partie, les interviews, on découvrira la nouvelle Freebox pour les pros, on en parlera avec le directeur général de FreePro, on s'interrogera sur ce que nous réserve 2025, peut-être enfin l'intelligence artificielle générale et en tout cas, quelle place pour l'Europe, on verra ça avec Michel Lévy-Provençal, prospectiviste. Enfin, les cybercriminels utilisent de plus en plus l'IA pour faire leur sale coup. Explication avec le spécialiste de la cybersécurité, Kaspersky. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, c'est l'hebdo du 18 janvier 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Comment allez-vous? Vous avez choisi d'écouter Monde Numérique, vous avez raison. Chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews dans l'hebdo. Et puis les autres jours de la semaine, eh bien, sur ce podcast, des chroniques, des éditos, des interviews long format. Tout cela disponible sur toutes les plateformes. Sur YouTube également, mais en audio. Et puis aussi sur les assistants vocaux. Enfin, Monde Numérique, c'est une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en allant sur le site mondenumérique.info. Merci à vous, chers auditeurs, qui m'avez envoyé cette semaine encore quelques messages. Merci notamment à Syl, à Robinetta, qui est une fidèle, et à Adil. Et puis merci, un merci encore plus appuyé, évidemment, à vous, auditeurs, qui avez décidé et souhaité aider financièrement Monde Numérique en faisant un petit don, notamment Nicolas, Jean-Paul, Vincent, Jean-Michel. Merci de soutenir financièrement Monde Numérique, c'est évidemment très très apprécié. En cliquant sur le lien qui est en description de cet épisode. On y va, c'est parti pour l'actu de la semaine. Alors, où sont mes petites news? Eh bien, elles sont là. Oui, je voulais vous dire un mot, tout d'abord, de cette info judiciaire, cyber-judiciaire. Vous vous souvenez sans doute de ce piratage de l'opérateur Free en octobre dernier. On en avait beaucoup parlé. Ça avait fait également la une des grands médias généralistes. 19,2 millions de clients français concernés. Leurs données personnelles, en tout cas, nom, adresse, numéro de téléphone et également IBAN, coordonnées bancaires, donc dans la nature, dérobés chez un sous-traitant de Free, puis mis aux enchères par un hacker sur le Darknet dans un forum cybercriminel. Et bien voilà, et ces choses-là ne restent pas impunies puisque 4 mois après les faits et après un travail acharné de la police et des policiers de la sous-direction cyberfinancière, l'auteur présumé des faits a donc été interpellé chez lui dans l'Essonne. Il s'agirait donc d'un jeune homme, un mineur, de 17 ans. On pensait que ça n'existait plus vraiment, ces espèces de script kiddies, enfin ces jeunes pirates, puisqu'on sait qu'aujourd'hui la cybercriminalité c'est surtout des grands réseaux mafieux, mais il y a encore comme ça des petits jeunes qui se laissent entraîner dans des trucs pas nets. Donc il a été interpellé à son domicile. Les policiers seraient passés par Telegram, la fameuse application chiffrée Telegram, qui donc pour une fois se serait pliée aux injonctions de la justice. Le jeune homme a reconnu les faits. Il aurait empoché 10 000 euros correspondant à la moitié de la rançon réclamée à l'opérateur Free, un ado, mais qui n'en serait pas à son coup d'essai. Il avait déjà été mis en cause également dans une affaire de fuite de données de clients de la marque Sport 2000 et puis également le piratage de comptes de réseaux sociaux appartenant notamment au groupe Altis.
Toujours du côté des opérateurs télécoms, mais dans un tout autre registre, 2 nouvelles box opérateurs françaises cette semaine. D'une part, Bouygues Télécom, qui a dévoilé sa nouvelle B-Box Wi-Fi 7. Comme son nom l'indique, principale particularité de cet appareil, c'est qu'il intègre la dernière génération de technologie Wi-Fi, le Wi-Fi 7, censé offrir un débit théorique de 7 gigabits par seconde, c'est-à-dire jusqu'à 3 fois plus rapide qu'en Wi-Fi 6, et avec une connexion plus stable, une latence réduite. Le Wi-Fi 7 est en train de se généraliser puisqu'il avait déjà fait son apparition avec la Freebox Ultra, lancée l'an dernier. Et puis, autre box révélée et dévoilée cette semaine, eh bien justement, elle vient du groupe Free, mais pour les pros, c'est l'opérateur Free Pro qui a présenté la Freebox Pro, qui porte bien son nom et qui intègre également du Wi-Fi 7. On en reparle tout à l'heure dans la séquence interview de cette émission avec le directeur général de Free Pro que j'ai rencontré. Des nouvelles de l'intelligence artificielle avec une fonction qui fait son apparition sur ChatGPT. OpenAI a annoncé cette semaine cette nouvelle fonctionnalité pour son assistant virtuel qui s'appelle Task, en français tâche tout simplement. C'est donc la possibilité de programmer des tâches, des actions automatiques sur ChatGPT. C'est réservé aux utilisateurs payants. Il s'agit de demander à l'IA d'effectuer des actions récurrentes, des routines personnalisées. Par exemple, vous pouvez lui demander de vous envoyer chaque jour un petit résumé de l'actualité sur un domaine qui vous intéresse, ou encore de vous générer un planning sportif, etc. Toutes sortes de fonctions de ce genre. C'est un premier pas vers ce que l'on appelle les agents d'IA, c'est-à-dire la programmation d'actions complexes, autonomes, basés sur l'intelligence artificielle. Les agents dont on parle beaucoup car ils sont en train petit à petit de faire leur apparition. D'autres acteurs majeurs du secteur d'ailleurs, comme Google, travaillent également sur ce type de fonctionnalité. À noter que pour l'instant, cette fonction de ChatGPT est limitée à 10 tâches par jour. Et oui, c'est ça l'IA, c'est bien, mais c'est rationné. On le sait, il y a des contraintes économiques et environnementales. Du coup, c'est à utiliser avec parcimonie. Et pourtant, l'IA gagne du terrain en France et notamment chez les jeunes Français. C'est ce que révèle une étude réalisée par l'agence Haven qui nous apprend que près de 39% des jeunes âgés de 18 à 25 ans font usage de l'intelligence artificielle au moins une fois par jour. 40% de ces utilisateurs quasi intensifs seraient lycéens ou étudiants. Il y a aussi beaucoup d'employés et également des demandeurs d'emploi. Les jeunes utilisent l'IA pour la recherche d'informations principalement, selon ce sondage. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas forcément une bonne idée car, rappelons-le, l'IA générative peut halluciner et donc il faut vraiment vérifier souvent ce qu'elle nous dit. Et puis, l'IA sert également à la création de contenus, comme des contenus d'images, de textes, bien sûr, de musique et de vidéos pour près de 75% des répondants. On parle ici très certainement des IA de divertissement qui permettent de créer facilement des clips amusants, des chansons également. Et puis dans le cadre académique et professionnel, l'intelligence artificielle sert à la rédaction, à la correction et à la traduction de textes pour 54,6% des personnes interrogées et notamment des jeunes. Voilà pour ce sondage qui montre que du coup, il serait peut-être temps d'utiliser également l'IA de manière officielle dans l'éducation, la formation, à l'école, etc. C'est ce que font certains établissements aux États-Unis qui commencent à intégrer de l'IA pour générer des parcours pédagogiques personnalisés, adaptés à chaque élève. En tout cas, un sujet qui sera sans doute évoqué à l'occasion du sommet sur l'IA qui doit se tenir à Paris en février prochain. Enfin, un mot dans cette séquence actu à propos d'une personnalité française qui vient de disparaître et que j'avais eu la chance de connaître. Il s'agit de Jean-Michel Billot. Jean-Michel Billot était une figure d'Internet en France, un pionnier du numérique. Il avait été le fondateur de l'atelier BNP Paribas, l'une des tout premières structures de veille technologique à la fin des années 90. Il avait non seulement contribué à la modernisation des systèmes bancaires via le Minitel, mais il avait surtout très largement œuvré pour le développement d'Internet en France, conseillant tous les grands patrons, de nombreux responsables politiques également, à propos de la vague numérique qui était en train d'arriver. Jean-Michel Billot avait toujours un train d'avance. Il avait annoncé avant tout le monde comment Internet allait s'imposer et révolutionner de nombreux secteurs. Il avait lancé aussi une initiative intéressante et originale, la fête de l'Internet, sur le modèle de la fête de la musique, pour inciter les familles à découvrir, à se mettre à Internet. Je l'avais interviewé à plusieurs reprises pour France Info. Outre le fait qu'il avait beaucoup d'humour, il avait surtout beaucoup de pédagogie et il vient donc de décéder à l'âge de 79 ans.
le débrief transatlantique. Il est temps de traverser l'Atlantique et de retrouver mon camarade Bruno de l'autre côté à Montréal. Jérôme Colombin à Paris, salut. Heureux de vous retrouver, mon cher, même si on est à distance. L'important, c'est de voir que vous portez bien. Oui, mais comme toi, je suis revenu en étant un peu malade. On revient toujours un peu malade du CES de Las Vegas. Oui, mais là, il y a des gens qui vont dire, oui, vous êtes malade à l'année longue de la techno, là, ça, c'est rien de nouveau. Bon, dis-moi, Bruno, cette semaine, c'est encore les réseaux sociaux qui font la une, là. Il y a évidemment cette révolution Mark Zuckerberg, j'ai l'impression qu'il est en train de se taper fort la crise de la quarantaine. Et puis, il y a aussi toute cette histoire de TikTok, le fait que ça soit... En tout cas, on est dans un scénario de bannissement aux États-Unis, mais parallèlement, il y a comme un mouvement des plaques tectoniques de réseaux sociaux et c'est assez intéressant à regarder là. Alors d'abord, Jérôme, si je te lançais sur la crise de la quarantaine de Mark Zuckerberg, comment tu es en train de voir ça, toi? C'est amusant que tu le présentes comme ça et je pense que c'est assez pertinent parce qu'effectivement, on sent qu'il y a des raisons quasi personnelles, quoi. Ce garçon maintenant fait du sport de combat, du MMA et on a l'impression qu'il veut faire du management MMA dans son entreprise. Il veut remettre plus de masculinité. Voilà. Est-ce que c'est simplement une posture vis-à-vis du nouveau président élu pour s'attirer les bonnes grâces de Donald Trump, ou bien effectivement, est-ce que ça va avec son look, son changement de... Je sais pas, qui sert quoi? Est-ce que c'est vraiment lui une évolution, une maturité, enfin un changement de mentalité? Ça va aussi avec son changement de look. Oui, mais non, c'est ça. C'est plus long, et c'est pour ça que moi je parle de la crise de la quarantaine parce que c'est pas qu'une chose. Il est pas en train de faire un changement de management. Là. C'est gros là, comme changement, ce qui est en train de se passer dans sa vie en général. Ouais. C'est personnel. Oui, mais même... Est-ce que c'est le management qui s'en ressent, qui est la conséquence de cette crise de la quarantaine, ou bien est-ce qu'il met son image au service de sa nouvelle communication et de sa nouvelle vision du management? Non, tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a un changement qui est en train de s'opérer chez lui. C'est la crise d'adolescence qu'il n'a pas pu vivre parce c'était un power geek et donc il était trop dans ses projets. Et là, il a de la quarantaine, il a les moyens de ses ambitions, de ses passions. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais si j'étais sa femme, je me trouverais des bons avocats parce que la prochaine chose qu'on va apprendre, c'est qu'il est en train de changer de quelqu'un. Non, mais il est vraiment en train de changer sa vie, là. Et on sent que ce bonhomme-là est en train de se chercher. Puis dans ses opérations professionnelles, c'est la même chose. Moi, j'ai vraiment hâte de voir où ça va finir son histoire. Oui, mais ça veut dire, d'après toi, qu'il y a que lui qui décide en grand Manitou et que personne d'autre... Enfin, je veux dire, il a une entreprise de je sais pas combien de milliers d'employés, il peut pas non plus tout à fait faire exactement ce qu'il veut. Ben, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Quand tu regardes que là, il est en train d'annoncer une coupe de 5% de l'effectif, c'est 3600 personnes. Alors lui, il a décidé que les gens qui étaient incompétents dans leur emploi, puis quand même, il y a eu des coupes et des coupes, là. On n'est pas à des vieux de la veille qui travaillaient depuis les débuts de Facebook, qui sont plus là depuis longtemps, là. Donc, une nouvelle coupe de 5% où ceux qui sont les moins profitables pour l'entreprise vont être coupés. Puis, du même souffle, on nous dit, ouais, mais rassurez-vous, dans l'année, on va remplir ces postes-là encore. On va faire une série de nouvelles embauches. Je trouve ça assez malaisant. Il a un style, puis je comprends qu'il y a un alignement avec la Maison-Blanche, avec la nouvelle administration, mais il a un style très cavalier. Et puis... c'est vraiment, c'est ça, c'est du management MMA, quoi. Ouais. Il y avait eu le lavabo d'Elon Musk quand il est arrivé chez Twitter. Et là, c'est la chaîne en or et les gants de boxe de Mark Zuckerberg. Après, sur les licenciements, il y en a déjà eu, Bruno. Rappelle-toi, il y a eu des vagues. Voilà, et ça fait partie. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on ajuste le tir aux États-Unis, sans état d'âme. Après, il faut pas oublier que quasi 99% des gens qui sont licenciés. C'est violent quand ça t'arrive parce que c'est humainement c'est difficile, mais économiquement tu te recases très très vite, surtout dans ce secteur-là. On le sait. Et Meta a déjà, moi je connais quelqu'un qui travaillait chez Meta aux États-Unis, qui avait fait l'objet d'une charrette. Il avait été licencié et il a été réembauché je sais plus, 6 mois ou 1 an plus tard. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est des trucs qui sont difficilement envisageables.
en tout cas en France, et je sais pas comment mais tu vois, c'est quoi au mais dans le Canada, cas mais de la personne que tu connais, bon, puis hmm, j'ai une bonne pensée c'est un pour elle, ingénieur, hein. parce que ça a été un mauvais moment pour passer. Et moi, je pense aux 5% qui est délesté, là. On marque l'année 2025 en disant les gens qu'on déleste là, ce sont des gens que nous, on voit comme incompétents dans leur emploi. Ah oui, ils Ils seront sont pas marqués au assez fer puissants. rouge. Ben oui, imagine, moi, quand tu regardes, OK, en quelle année vous avez quitté Facebook? 2025. Ah ouais, OK, on passe Ah au ouais, prochain vous point. étiez dans les mauvais. Ben oui, Non, je crois pas. ben Franchement, je moi je crois pense. pas parce Ouais. que déjà quand tu as Meta sur ton CV, ça fait toujours bien, hein. Et peut-être que dans les quelques mois qui viennent, etc., ça peut jouer des tours, mais franchement, il y a une telle fluidité du Ah, marché du, fais, du, du fais travail dans ce secteur, confiance. surtout aux États-Unis. Fais confiance aux gens des RH. Ils se souviendront en 2025, Bon, Facebook. Ouais. Mais écoute, donc, on c'est verra. intéressant de voir le changement qui est en train de s'opérer autant chez Mark Zuckerberg que dans Ouais. le géant Meta parce qu'ils sont en train. Puis ce que ça fait aussi, puis ça, faut aussi le mentionner, c'est que avec ces prises de position de Mark Zuckerberg, c'est en train aussi de rendre moins sympathique la plateforme que sont Facebook, mais aussi Instagram. Mhm. WhatsApp, c'est un petit peu moins touché dans l'image publique. Mais tu sais, quand il est en train de dire qu'il retire tout ce qui est programme de De modération, de non de fact-checking, non de non, c'est pas ça que je parité, voulais dire. de diversité. Ah oui, Parce que ça, c'est un autre truc sur lequel il a décidé de taper, oui, là. mais ça, ouais. Mais ça, c'est les programmes ben, évidemment pour s'enligner sur la Maison-Blanche. Mais ça, quand il y a eu une forte réaction à l'intérieur de Meta, il y a des gens qui ont quitté leur emploi parce que ils ont dit, ben, si on n'est plus protégé, si nos communautés ne sont plus protégées, même au sein des propos qui se font sur les Hmm. plateformes, ben là, tu as commencé à voir l'exode. Et j'ai l'impression que le 20 janvier prochain, ça sera plus seulement on quitte X, c'est que probablement qu'il y a des gens qui vont quitter aussi Facebook. Et ça, je pense notamment à tous ces groupes d'associations qui ont utilisé Facebook pour permettre à des communautés de gens qui font partie de la diversité de garder le contact, de garder le lien. Ils vont aller où, ces gens-là? Maintenant que c'est plus une safe zone pour eux, ça, j'avoue que je trouve ça un peu Ouais, alarmant. moi, je crois que c'est vraiment le reflet de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans les entreprises américaines sous l'ère Trump. Mm. C'est vraiment la réaction aux années précédentes à l'administration Biden où il y a eu où les droits des communautés, des minorités ont énormément progressé, c'est vrai, mais où on a poussé le bouchon tellement loin, où ce progressisme qui a viré, qui s'appelait, qui était dans certains cas du wokisme, est allé tellement loin que je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol et donc il y a un effet de balancier. On était exagéré d'un côté et ça va s'exagérer de l'autre. Il y avait des choses qui étaient très surprenantes dans les entreprises américaines et là encore, moi, c'est des choses qu'on m'a racontées là-bas. Tu avais des espèces de commissaires politiques qui assistaient aux réunions et qui expliquaient aux uns et aux autres ce qu'il fallait dire, qu'il fallait pas remercier, il fallait pas féliciter une femme enceinte en lui demandant si elle attendait un garçon ou une fille parce que le genre n'avait pas été assigné avant la naissance. Mais ça a traumatisé des dirigeants d'entreprise aux États-Unis. Derrière, il y a eu une exploitation de ces choses-là avec des procès abusifs. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un progressisme certain et on a fait avancer les droits de beaucoup de gens, mais il y a certainement eu de l'exagération et là, ils vont se prendre le balancier en retour en pleine figure. Mais c'est Ouais. sociologique, c'est politique, c'est pour l'instant très américain. Ouais. Alors voilà, ça c'est pour le premier sujet. Merci, tu m'as gâté. Le deuxième, et bon, on reste toujours dans le domaine des réseaux sociaux, c'est TikTok. On est dans au moment où on se parle, on ne sait pas encore ce qu'en est advenu officiellement, mais bon, le coup près tombe le 19 janvier. Officiellement, du côté du gouvernement américain pour le moment, quand on se parle, ça semble pas vouloir bouger. De l'autre côté, TikTok a annoncé qu'ils allaient fermer leur serveur aux États-Unis le 19 janvier. Puis ça arrêtait là pour les Américains. Mais ce qui est intéressant de voir parallèlement,
c'est de voir la réaction des usagers de TikTok, qui là, c'est un peu, on, on est minuit moins 5, c'est le cas de le dire, et là, tout le monde regarde, mais où je m'en vais, moi, avec mon monde, et ce qu'on voit, c'est parce que bon, il y a des poules sans tête qui vont n'importe où on leur dit d'où aller, mais il y en a d'autres qui se disent ben pourquoi pas en profiter pour faire un pied de nez à nos dirigeants et de retourner sur un réseau social chinois. Sur un réseau chinois, incroyable. Ouais. Alors d'où le succès de cette application qui s'appelle Xiao Hongshu, hein? C'est tellement Euh, beau là, c'est ton mandarin comme ça? Oui, absolument, je parle mandarin couramment. Ouais. Moi, je l'appelle Red Note. Ouais, J'essaie c'est de pas vrai, ça te s'appelle casser la Red gueule. Note Là, en ouais. anglais. Ouais. Ça veut dire petit livre rouge aussi, je crois. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, Ouais. Mao est pas tellement loin. Mais je savais même pas que ça existait. Personne connaissait cette application, Ben qui non. apparemment est accessible, en tout cas aux États-Unis, sur les stores des Ben, et smartphones. il est accessible au Canada aussi, mais quand tu Aussi? vas, Ouais. oui, quand tu télécharges l'application, évidemment, tu me connais, je suis curieux. Je l'ai téléchargé et il y a une base, il y a une filigrane d'informations qui est disponible en anglais, mais le reste est en Mais sinon, c'est en mandarin. chinois. Oui, Ben c'est oui, en c'est mandarin. ça. Et puis, Et comment ils t'essaies font, de les gens, trouver, alors? ben, tu y vas au pif parce que l'ergonomie est pas mal L'ergonomie comme, ressemble à TikTok? ouais, Ouais. à une application où tu développes du contenu. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont accepter des trucs qu'ils devraient peut-être pas accepter. Non, mais t'as raison, c'est une sorte de pied de nez, en effet. Et ils se baptisent les réfugiés de TikTok, hein, c'est ça? Ouais. Les pauvres réfugiés de TikTok. Et pourquoi aller sur un autre réseau chinois et pas plutôt sur Threads ou je ne sais où? On est vraiment rendu à une époque assez particulière. Hein. Ouais. Quand tu dis que tu as des milliers d'Américains qui voient leur salut dans, dans un produit chinois pour se réfugier des politiques C'est américaines, alors que incroyable. tu as C'est un Donald Trump qui paradoxe. est à la tête des États-Unis. C'est fou. C'est vrai, c'est une espèce de Euh, paradoxe. Comme quoi, tu vois, on peut pas complètement enfermer les libertés individuelles. Hein. Quoi que tu fasses, ça prend toujours le dessus. Mais t'as raison, on est à minuit moins 5, puisqu'à l'heure où les auditeurs écoutent nos podcasts, l'interdiction devrait tomber donc ce dimanche, hein, dimanche 19 janvier. Moi, je parie que Trump va sauver le truc. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, c'est ce que hier soir, très tard, moi, je regardais le fil de presse et c'est ce qu'il évoquait, la possibilité. Il était très fort, souviens-toi, dans son premier mandat, et il écrivait souvent des décrets qu'il publiait le matin. Il avait réfléchi à ça pendant la nuit dans son lit, j'imagine. Et donc, lui, ce sur quoi il est en train de penser, c'est de publier un décret qui permettrait de donner entre 60 et 90 jours sur le respirateur de TikTok pour le temps d'arrêter. Mais j'ai l'impression qu'on a fait que rallonger le supplice. Oui, on Puis, repousse le problème. oui. Puis, tu sais, c'est dans un scénario aussi où on parlait de, bon, il y avait c'est Bloomberg qui a parti l'histoire en disant Elon Musk et les Chinois seraient en discussion pour que Musk rachète TikTok. Je suis pas sûr que c'est la meilleure des solutions de voir aussi Elon Musk être le patron de TikTok. Non, parce que Aux alors là, États-Unis. Elon Musk, ça ferait encore plus. Parce qu'il y a lui aussi, hein, il y a quand même aussi, tu parles de plaques tectoniques, on aurait pu parler de X, parce qu'il s'est quand même passé plein de choses. Hein, et chez nous, ici en Europe, je peux te dire que X est un gros sujet. Là, Elon Musk, c'est la bête à abattre. On a Thierry Breton, le chantre de la réglementation européenne, qui se répand sur les plateaux de télé en expliquant Oui. que non, la folie muskienne ne passera pas et que la loi s'appliquera. Il y a une espèce de peur panique, carrément. Alors en plus, il y a le grand jeu, c'est mais moi ça suffit, je claque la porte, je me retire, je quitte X. Et puis en fait, tu reviens quelques jours après et des gens qui avaient annoncé avec tambour et trompette qui quittaient X, en fait, ils sont toujours là pour voir si quand même il se passe pas quelque chose. Et bon, voilà. Il y a des postures, il y a certains responsables politiques qui ont pris la posture de dire qu'ils quittaient X. Bon, voilà, ce qui est un peu paradoxal parce que du coup, ils vont alimenter ce qu'ils reprochent, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera qu'une certaine catégorie et une Exactement. certaine couleur politique, etc. Mais ce qui est intéressant, et si on prend encore un peu plus de recul, c'est que déjà cette affaire devient politique beaucoup plus que technique, et elle met sur le tapis la notion de liberté d'expression, et c'est super intéressant parce qu'en fait, on est au cœur du problème, c'est que la liberté d'expression vue du côté du continent américain, chez toi là-bas,
ou du côté européen, c'est deux choses complètement différentes. On le sait, on a déjà répété. C'est vraiment deux visions qui s'affrontent là. C'est deux visions qui s'affrontent. Voilà, la liberté d'expression, elle est totale aux États-Unis, défendue et protégée par le premier amendement. En France, elle existe et Dieu sait qu'on est à cheval sur nos libertés individuelles, mais elle est encadrée, la liberté d'expression. Elle ne doit pas déraper, elle ne doit pas aller vers certaines notions extrêmes. Ça veut pas dire qu'on a le droit de dire n'importe quoi. On n'a pas le droit de se proclamer néo-nazi et d'insulter tout le monde. Voilà. Donc c'est quand même super intéressant et on peut se demander vraiment s'il y a une possibilité de vivre ensemble dans un espace numérique global alors qu'on a des visions du monde complètement différentes, quoi. Jérôme, j'ai l'impression qu'on pourrait poursuivre la discussion pendant encore 45 minutes facile. Hein? Ah oui. Ouais. Ça peut durer des heures. Donc, on va s'arrêter là, peut-être. Oui. De quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? De mon côté, dans mon carnet, je propose un grand panel qui va s'intéresser cette semaine à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte post-secondaire, donc dans le contexte éducatif, et donc comment on encadre ça, cette utilisation. Intéressant. Ah voilà. Super. Jérôme, je te remercie d'être passé comme ça me visiter. Heureux d'avoir été chez toi. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Pareillement, j'étais ravi de t'accueillir et de te faire ce coucou transatlantique. Et on se dit à la semaine prochaine. Bruno, salut. L'innovation de la semaine, c'est un outil que je trouve vraiment utile, qui pourrait certainement vous rendre service dans pas mal de situations. Un chatbot pour vérifier les informations qui circulent sur les réseaux numériques, les réseaux sociaux, Internet d'une manière générale. Ça s'appelle Vera, V-E-R-A, et c'est l'IA qui vous répond et qui vous dit si une info est vraie ou fausse. Un service français de lutte contre la désinformation, lancé par une ONG, donc c'est totalement indépendant. C'est l'association laréponse.tech qui a mis au point ce système-là. Et dans un contexte où la désinformation prolifère sur les réseaux, c'est évidemment une innovation intéressante. Alors, comment ça marche ? Eh bien, la particularité, c'est que Vera est accessible gratuitement, très facilement, soit en l'appelant par téléphone ou plus exactement par WhatsApp, au numéro 09 74 99 12 95, je vous le redonnerai tout à l'heure, ou bien par message également sur WhatsApp. Donc vous entrez Vera, ce numéro, dans vos contacts WhatsApp et ensuite vous pouvez chatter avec lui parler comme si c'était un ami, lui poser des questions. Comment ça fonctionne ? Eh bien, Vera se base sur ChatGPT 4 et il va ensuite se connecter à jusqu'à 300 sites de fact-checking et de sites de médias reconnus et sérieux pour répondre de manière simple à la question que vous lui avez posée. Plus besoin de passer des heures sur Google à essayer de débunker telle ou telle fake news. Le chatbot comprend votre question très facilement et il répond de manière tout aussi simple. L'avantage de l'IA générative, c'est qu'elle fait des phrases et elle parle dans un français facile à comprendre. Bref, c'est l'outil idéal si vous vous retrouvez un jour empêtré dans une discussion de famille ou autre sur tous ces sujets qui fâchent, Covid, chloroquine, la forme de la Terre, les traînées des avions dans le ciel, etc., etc. C'est un système plutôt pratique pour vérifier et savoir exactement de quoi on parle. Alors, je l'ai testé, ça marche plutôt bien. Il a un peu de mal, toutefois, sur les affaires les plus récentes, et ce qui se comprend. Donc, si vous êtes mis au courant d'une information qui vous paraît un peu bizarre, mais que vous êtes parmi les premiers à en entendre parler, Vera n'aura peut-être pas la réponse, il faudra attendre un peu que ce soit documenté. C'est gratuit, je le rappelle, et le numéro, vous le trouverez en description de cet épisode, mais c'est donc le plus 33 9 74 99 12 95. Il y a aussi un site web qui est askvera.com. Et puis on en profite pour rappeler également l'existence d'un autre site de fact-checking qui est très ancien, celui-là, mais qui a fait ses preuves, c'est Hoaxbuster, hoaxbuster.com. Hoaxbuster, un grand classique pour retrouver des informations dont on entend parler et qui s'avèrent le plus souvent fausses. Hoaxbuster, qui a bien évolué et qui continue de fournir pas mal d'informations intéressantes. Monde numérique, le meilleur de la tech. On passe aux interviews de Monde Numérique et cette semaine, dans un instant, nous allons parler du futur avec Michel Lévy-Provençal, prospectiviste,
qui a beaucoup travaillé sur ce qui nous attend en 2025 et qui propose notamment 2 scénarios concernant l'avenir de l'Europe face aux défis que l'on connaît, l'innovation technologique, la réglementation, la souveraineté, etc. On va parler aussi de cybercriminalité et de la manière dont les cybercriminels utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Mais avant cela, coup d'œil sur un nouveau produit tech français. C'est l'opérateur FreePro qui lance sa nouvelle Freebox. C'est la 2e du nom. J'ai rencontré son directeur général et je rappelle que FreePro est par ailleurs partenaire de certains programmes de Monde Numérique. Denis Plana, directeur général de FreePro, vous venez donc de lancer votre nouvelle box, Freebox, pour les pros. Qu'est-ce qui la différencie d'une Freebox traditionnelle ? Ce qui différencie notre offre de la précédente que nous avions, voire même de la compétition, c'est que des dizaines de milliers de clients nous ont aidés à la définir, nous ont aidés à l'enrichir, nous ont fait des remarques par rapport aux versions précédentes. 80 000 clients. Et donc, ce qui fait la différence, c'est de la technologie, bien sûr. On essaye la plus avancée du marché, que ce soit en matière de connectivité, 8 gigabits dans les deux sens, un Wi-Fi 7 meilleur du marché. Mais c'est aussi les services que nous avons mis autour, grâce à nos clients, qui nous ont aidés à enrichir cette solution. Et puis, ce qui nous différencie aussi, c'est la permanence du prix. Nous avons lancé une première offre en 2021. Nous sommes en 2025. Une offre plus généreuse, beaucoup plus de fonctionnalités et toujours au même prix. Moins de 40 € par mois la première année. Donc, alors, elle s'adresse à quel type d'entreprise exactement ? Essentiellement aux TPE ou aux PME, marché de prédilection pour ce genre de solution, j'allais dire, tout en un, facile à installer, un prix très agressif. Mais il s'avère que parfois les grands comptes se disent « mais pourquoi pas nous ?» Finalement, quand vous êtes par exemple une chaîne de magasins, vous vous dites j'ai le siège social, j'ai les directions régionales, mais 500 magasins ressemblent peu ou prou à des petites boîtes. Donc en fait, il s'avère que nous vendons aussi ce genre d'offres à des très grandes entreprises qui, pour des besoins très précis, nous l'achètent. Mais majoritairement, c'est pour les PME. Mais précisément, quelles sont les différences avec une box grand public ? On est focusé sur des sujets différents. La partie grand public, avec un contenu souvent audiovisuel, orienté vers l'industrie du loisir. Dans le domaine professionnel, on va plutôt s'axer sur des notions de cybersécurité. On va plus s'axer, par exemple, sur la permanence du service avec ce que nous appelons des backups automatiques, une coupure de fibre dans un trottoir au pied d'une entreprise. On ne peut pas accepter une seconde que l'entreprise ne fonctionne plus. Et dans ce cas-là, donc il se passe quoi ? Ça bascule automatiquement sur un lien de secours qui est un lien mobile qui permet, d'une manière complètement transparente pour l'entreprise, de continuer à travailler en ayant finalement changé de support de communication. Lorsque la fibre est réparée, automatiquement de nouveau, sans s'en rendre compte, on rebascule sur le lien nominal. Donc c'est la 4G qui prend le relais. C'est la 4G qui prend le relais, et ça c'est typique d'un besoin tout à fait entreprise. Un autre besoin par exemple, c'est la capacité à accueillir des invités au sein d'une entreprise, ça peut être un magasin aussi, en offrant des connectivités Wi-Fi. Certainement pas le Wi-Fi de l'entreprise en question pour des raisons de protection des données. Donc d'avoir un Wi-Fi invité, facile à mettre en œuvre, dédié à ceux qui ne sont que de passage et à qui on veut donner simplement des possibilités de connexion. Voilà un usage qui se trouve, j'allais dire, tout à fait classique en entreprise, qu'on n'a pas forcément dans le domaine du grand public. Vous l'avez évoqué, la cybersécurité, c'est super important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une box peut apporter ? Qu'est-ce que la vôtre apporte en matière de cybersécurité ? Nous avons fait un constat. Il y a 2 ans, on a acheté une entreprise, spécialité du domaine, et j'avais pris un engagement déjà de dire que notre responsabilité, notre mission sur le marché, c'est de sécuriser 100% de nos clients. Je dis bien 100%. Nous avons mené des études à cette époque-là et on s'est aperçu que le degré de maturité, de notion de risque dans les PME, finalement, n'était pas très bon. Finalement, c'est un peu comme une assurance voiture. On se dit, mince, j'aurais dû prendre une assurance le jour où j'ai eu un accident en roulant autour d'un platane. Et c'est un peu ça qui se passait, c'est-à-dire un peu la politique de l'autruche. Donc, ce que nous avons souhaité en matière de cybersécurité, c'est plutôt que d'en parler, de l'inclure dans l'offre et de faire à minima la surveillance des flux qui transitent au travers de la box, entrant et sortant. Une fois qu'avec de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes mathématiques, parce qu'on a une base de données de plus de 4 millions d'attaques recensées dans le monde, à minima, on alerte nos clients en disant « il y a quelque chose d'anormal ». Il est de votre responsabilité de réagir de la bonne façon, mais à minima, de pouvoir les informer. Voilà une application professionnelle qui, je pense, va contribuer à rendre plus responsable l'ensemble des PME du marché. L'année dernière, une PME sur 2 a fait l'objet d'une attaque, de quelque nature que ce soit, phishing ou perte de données, etc. Donc, on se dit, à minima, on fait ça. Ensuite, on a évidemment tout un portefeuille d'offres pour aller plus loin.
Merci beaucoup, Denis Plana, directeur général de FreePro. Intelligence artificielle, réalité augmentée, robots humanoïdes, de quoi sera faite l'année 2025 ? Eh bien, pour le savoir, je suis heureux de recevoir dans cet épisode Michel Lévy-Provençal, prospectiviste chez Brightness, organisateur des conférences TEDx Paris et animateur du podcast TED en français. Bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Ravi de vous recevoir à nouveau dans Monde Numérique. Michel, vous observez les grandes tendances en matière de technologie. Vous avez publié plusieurs articles sur ce qui nous attend en 2025. Alors projetons-nous dans le futur. Quelles sont les thématiques à surveiller en particulier ? Que va-t-il se passer ? Apparemment, c'est l'intelligence artificielle encore cette année, et avec une question que beaucoup se posent, c'est de savoir si 2025 sera l'année, la fameuse année où l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire ce moment où l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine. Il y a beaucoup de débats sur le sujet en termes de définition, mais disons que cette intelligence artificielle qui sera capable de réaliser 90% des tâches réalisées par un humain sera réelle en 2025. Mmh. Et alors, le pari qu'on peut faire, c'est que quand on regarde vraiment les faits et les données, on voit l'évolution, particulièrement ces derniers mois, de plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Je pense à ceux d'OpenAI, je pense à un modèle chinois qui s'appelle DeepSeek, je pense à xAI, la startup de Elon Musk avec Grok et la prochaine version avec Grok 3. On est en train d'entrer dans une période où il y a un point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on voit une accélération très 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 forte des capacités de raisonnement de ces intelligences artificielles et en même temps des produits, des technologies qui apparaissent sur le marché, notamment des agents intelligents. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, au moment où on enregistre, OpenAI a annoncé ce matin un nouveau produit grand public qui s'appelle ChatGPT Tasks, qui est, mais pour le moment, l'embryon de ce que pourrait être une série d'outils pour créer des agents. En gros, ça permet de créer des tâches gérées par ChatGPT et qui sont préprogrammés pour vous offrir des réponses, des réalisations de tâches plus ou moins complexes à un horizon temporel donné. Par exemple, vous pouvez dire tous les matins, tu me fais une revue de presse sur, je sais pas, la géopolitique par exemple, et tous les matins, 7h30 du matin, tu m'envoies une notification via ChatGPT et je veux lire cette revue de presse. Eh bien, avec ChatGPT Tasks, on est capable de le faire. Donc, c'est un agent très simple, mais ces agents vont se démultiplier dans les mois qui viennent, partout, dans différents produits, à tel point qu'on peut se demander si ces agents ne pourront pas remplacer un certain nombre d'humains dans des tâches qui sont pour l'instant réalisées plutôt par des cols blancs. Et donc atteindre dans les faits cette fameuse intelligence artificielle générale. Alors j'ai bien conscience que je fais beaucoup de raccourcis dans ce que je dis là, mais si 2025 est l'année où ça apparaît, ça va être une véritable révolution économique, sociale, potentiellement politique. Ouais. Michel Lévy-Provençal, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment dans ce contexte-là sur la place de l'Europe, de la France et de l'Europe en particulier. Vous avez publié il y a quelque temps un article qui imagine 2 scénarios concernant la place de l'Europe sur le plan de la souveraineté. C'est quoi ces 2 scénarios ? Oui, alors ce sont 2 scénarios qui nous projettent en 2035. Et en essayant d'imaginer ce qui peut se passer entre aujourd'hui et 2035, donc avec 2 voies radicalement opposées. La première étant un premier scénario que j'ai appelé l'Europe forteresse, qui est probablement d'ailleurs le scénario sur lequel on est le plus engagé aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe qui essaie d'être la plus souveraine possible, avec ses propres outils et qui maîtrise complètement de manière quasiment en autonomie parfaite, j'allais dire autocratique, mais en autarcie plutôt parfaite. Et donc j'imagine un certain nombre d'événements majeurs. Un premier événement qui aurait lieu en mars 2025, où on verrait un scandale parce que des données sensibles européennes ont été exploitées par les services américains, et donc évidemment l'Europe réagit très fortement, se referme encore plus sur elle-même, accélère le lancement d'un cloud européen avec beaucoup d'investissements, 50 milliards d'euros pour le développer, avec une alternative souveraine au cloud américain. Et puis,
différents projets qui commencent à se développer dans ce sens-là. Une fusion entre Atos et Thales pour en faire un géant européen de la cybersécurité et peut-être aussi d'autres acteurs européens. QTI, le fameux laboratoire d'IA qui a été lancé notamment par Xavier Niel, qui fusionne avec Mistral, plus un phénomène d'enfermement de l'Europe dans ses frontières numériques avec l'adoption d'un Digital Sovereignty Act qui impose à tous les citoyens européens de traiter, stocker ces données en Europe exclusivement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et puis, une situation en 2035 où, j'accélère, mais en gros, l'Europe a gagné son pari et l'IA éthique est devenue un standard mondial. Et là, on a gagné notre pari. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Donc ça marche, bon, super. Ça marche. Malheureusement, on sent bien qu'on n'est pas vraiment sur cette voie parce que, pour une raison d'ailleurs qui est le démarrage du deuxième scénario, c'est qu'on est très en retard en Europe. Et c'est ce qui arrive dans le deuxième scénario, c'est le premier événement du deuxième scénario, en mars 2025. On accuse un retard majeur face à l'arrivée de l'AGI, l'intelligence artificielle générale dont je parlais tout à l'heure et qui est américaine. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un choc économique, une onde de choc, par le fait que les entreprises européennes prennent du retard et sont moins compétitives, tout simplement, que les entreprises du monde entier qui, elles, n'ont pas les mêmes contraintes que les Européens et qui adoptent les solutions américaines. Et donc là, on est en novembre 2025, l'Europe a pris conscience et elle décide de complètement changer de stratégie et elle rouvre les négociations avec les Américains et un Digital Alliance Treaty est signé. Donc, on revoit complètement l'alliance, on resserre les liens économiques avec les États-Unis et on considère, pour dire les choses très simplement, que les IA américaines et la technologie américaine est considérée comme souveraine en Europe. Alors, c'est vraiment quelque chose de vraiment très fort, c'est vraiment à 180 degrés de ce que Thierry Breton a essayé de faire pendant tant d'années. Et là, on commence à voir des résultats positifs. Microsoft qui commence à massivement investir, notamment dans l'IA médicale française. On parle de dizaines de milliards d'euros qui sont investis parce qu'on sait que la France est vraiment très avancée sur les sujets de santé. Il y a une simplification de la réglementation des données en Europe. Dassault Systèmes qui est une pépite aussi chez nous, révolutionne grâce à beaucoup de technologies qui viennent des États-Unis, leurs plateformes dédiées au secteur nucléaire à base d'IA. On a, alors c'est peut-être plus anecdotique, mais c'est un bon exemple aussi, des marques comme Dior, comme Saint-Laurent, certaines marques du groupe LVMH qui créent des alliances avec des acteurs américains. Je pense à Dior et à Apple qui pourraient réinventer l'expérience client avec une IA émotionnelle. Bref, on est dans un tout autre paysage où là, en réalité, l'Europe et en particulier la France s'est appuyée sur ses forces, sur la base de technologies américaines pour construire, en tout cas pour intégrer un écosystème où la France et l'Europe est interdépendante des Américains et pas totalement autonome. Et ça crée cette interdépendance, elle vient du fait qu'elle a des forces, la France, qu'elle met en valeur dans cet écosystème et elle devient indispensable aussi aux autres acteurs de l'écosystème. Merci Michel Lévy-Provençal. Revoyons-nous dans quelques mois pour refaire le point sur tout ça. Avec grand plaisir, Jérôme. Voilà, je rappelle donc que vous êtes responsable du TEDx Paris et les conférences, c'est bientôt là, les conférences TEDx Paris. 11 février au Grand Rex, une soirée sur un thème à la fois provocateur et en même temps plein d'optimisme. Peut-on jouir dans un monde qui va mal ? Écoutez, en effet, il y aura du grain à moudre. Merci beaucoup et puis on vous retrouve aussi dans le podcast officiel de TED en français. Merci Michel Lévy-Provençal. Merci Jérôme. Et on va se pencher sur ce qui nous attend en 2025 en matière de cybersécurité et de cybercriminalité. Bonjour Amin Azbini. Bonjour. Vous êtes directeur régional de recherche de la chasse aux menaces chez Kaspersky. Vous avez réalisé plusieurs études qui montrent que les cybercriminels utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour commettre leurs méfaits. Expliquez-nous ça. Je précise que cette interview est réalisée dans le cadre d'un partenariat entre Kaspersky et Monde Numérique.
Oui, exactement. Il y a des modèles, ce qui s'appelle les LLM, Language Learning Model. C'est des modèles de IA qui Bien sûr. peuvent être installés dans des systèmes dédiés, pas en ligne, et peuvent faire un fonctionnement, ils peuvent être configurés, entraînés, etc. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre ChatGPT, en fait, mais qui sont spécialement entraînés pour faire des cyberattaques. Bien sûr, les cybercriminels, ils n'ont pas toujours les mêmes capacités que, par exemple, les grandes entreprises de technologie ou les États, etc. Mais ils ont certainement des capacités qui sont pas négligeables et qui permettent de faire des dégâts, surtout quand ça se développe d'une façon, voilà, un peu cachée et privée, pas en ligne, personne ne peut voir. Ils peuvent développer certaines fonctionnalités et après les utiliser. Après, il y a l'écosystème du marché noir qui permet de vendre et de travailler ces services. Donc, il y a surtout maintenant sur voilà, le marché noir, il y a plusieurs types de chat GPT, mais plutôt orientés criminalité, comme voilà, Evil GPT ou Wolf GPT, etc. Et c'est ce type de GPT qui permettent ou qui aident les groupes d'attaque à créer des nouvelles menaces, créer des fichiers malicieux beaucoup plus rapidement qu'au passé. Vous avez des exemples de choses qui ont été faites comme ça, qui ont été générées comme ça? Si on compare l'évolution des fichiers malicieux détectés chez nous, chez Kaspersky, depuis l'année 2020, aujourd'hui, nous sommes pour 2024 à 467 000 nouveaux fichiers par jour. C'est immense, c'est vrai, mais ce qui est différent, c'est que entre les années 2020 et 2023, on a fait entre 3 et 5,7 maximum augmentation par année. Donc ça s'est emballé en 2024, c'est ça que vous voulez dire? Du nombre de fichiers malicieux par jour. Et là, en 2024, nous sommes à 14% de augmentation par rapport à 2023. Mmh. Et j'imagine qu'en 2025, ça va être pire. On peut imaginer qu'en 2025, ça pourrait être voilà, l'évolution pourrait continuer. D'une autre manière aussi, on a fait une étude l'année dernière sur les emails de phishing. C'était un grand projet qui a analysé 8 millions de fichiers malicieux, des fichiers de emails malicieux. On a fait ce qui s'appelle l'analyse linguistique des emails, qui permet de faire une détection des mots les plus utilisés par les variations de GPT. Les LLM comme ChatGPT, ils utilisent certains mots plus que les autres. Et alors, il y a des algorithmes qui permettent de faire une détection si un certain texte, si certaines phrases sont plus ou moins écrites par un ChatGPT ou une variation. Et donc là, on a trouvé que début de l'année dernière, on était à 21% de emails de phishing qui étaient suspects d'être écrits par des bots, par des robots, par des GPT. D'accord. C'est du phishing, c'est des emails malicieux qui essayent de faire de la collection de données, collection de informations financières, etc. Mais c'est quoi les tendances? C'est je me fais passer pour votre banque, je me fais passer pour une star de cinéma, enfin qu'est-ce que vous repérez le Alors, plus? c'est 8 millions de fichiers, donc c'est vraiment tout. Amine Asbini, bon, face à cette menace, est-ce que vous aussi, professionnel de la cyberdéfense et de la cybersécurité, l'IA est également pour vous une aide? Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous utilisez également, vous, l'intelligence artificielle face à cette nouvelle cybermenace? Nécessairement. Ça fait longtemps qu'on utilise le machine learning chez Kaspersky. Plus que 20 ans, en fait, que nos programmes déploient ou impliquent des codes ou des algorithmes de machine learning qui aident à la détection et à éviter les dangers chez les utilisateurs. Cela dit, nous avons des nouveaux projets aussi qui font la recherche aux menaces aussi. Donc là, j'ai travaillé sur un projet l'année dernière de machine learning qui a permis de faire la chasse aux menaces partiellement dans les données de télémétrie. Donc là, notre rôle, c'est la chasse aux menaces. On a dû concevoir un robot qui va regarder des millions de fichiers chaque jour et qui va nous dire, ah voilà, moi j'ai trouvé 10 000
de ces fichiers qui vont être les plus malicieux, les plus suspicieux, et qui vont permettre de détecter des nouvelles menaces, des nouveaux attaques ciblant les utilisateurs, mais surtout aussi les entreprises. Est-ce que la réglementation peut aider à endiguer ce phénomène? C'est comme la course nucléaire. En fait, si on contrôle pas, si on réglemente pas, si on soit pas en agrément au niveau global, bah ça pourrait aller dans le mauvais sens très vite. Mais réglementer, ça veut dire quoi? Parce que on pourra faire des règlements, c'est pas ça qui va empêcher les cybercriminels d'utiliser des LLM. C'est la réglementation sur quoi? Sur la diffusion des codes, etc. Ça doit être au niveau de l'accès aux technologies, l'accès aux services, à l'accès au hardware aussi. Donc l'accès au matériel qui pourrait être utilisé pour développer ce type de technologie. Merci beaucoup, Amin Hasbini, directeur régional de recherche de la chasse aux menaces chez Kaspersky. C'est fini pour cet épisode de l'Hebdo du 18 janvier 2025. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ravi de repartir avec vous pour une nouvelle saison. C'est la 5e saison de Monde Numérique en ce mois de janvier. Et oui, le temps passe vite. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez êtes très fidèles. Vous êtes là depuis le début, ou en tout cas depuis longtemps. Alors continuez, surtout faites connaître ce podcast à vos amis. Abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, à mettre une petite note et aussi les 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Et envoyez-moi des messages sur les réseaux sociaux, sur le site, via le site mondenumérique.info. Vos commentaires, vos suggestions de sujets, vos remarques sont toujours les bienvenus. Je le lis et je réponds à tout, parfois avec un peu de délai, pardonnez-moi. Et pour cette année 2025, je vous prépare encore quelques petites surprises, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Voilà, je vous retrouve samedi prochain. Avant cela, chaque jour sur Monde Numérique, une interview, grand format, ou bien un édito, une chronique, etc. Et chaque samedi, l'hebdo. Salut, portez-vous bien, passez une bonne semaine pleine de tech. Ciao, ciao.